Bonjour à tous et bon réveil, j'espère que vous avez bien dormi, que vous avez passé un bon week-end. On est ensemble pour 2 heures d'actualité en direct depuis Tel Aviv. Merci donc d'avoir choisi i24 News et le Morning pour vous informer ce matin. On commence par les grands titres à la une de la presse arabe et israélienne. C'est la revue de presse du Moyen-Orient. Le pape François, Cyril, se rend au Proche-Orient à la fin du mois. C'est une visite très attendue, mais qui intervient dans un contexte religieux très tendu également. Ah oui, pareil, le compte à rebours a commencé. C'est dans 2 semaines exactement que le pape François se rendra en Israël, en Jordanie et dans les territoires palestiniens. Une visite de 3 jours donc qui, selon le quotidien à grand tirage Yediot Ahronot, renforcera encore un peu plus les relations entre l'Église catholique et le peuple juif. Une visite qui, selon un responsable du Saint-Siège qui est cité ce matin par le journal, était initié par le pontife pour rendre hommage à Shimon Peres avant la fin de son mandat présidentiel, mais également pour tenter de réparer les dommages politiques et religieux qui avaient été causés par les sorties malheureuses de son prédécesseur Benoît XVI, notamment au sujet de l'islam. Alors le journal relève également que pour la première fois dans l'histoire du Saint-Siège, la délégation comptera un membre non catholique. Il s'agit du rabbin argentin Avraham Skorka, un ami d'enfance du pape François qui sera donc du voyage, tout comme d'ailleurs le patriarche maronite libanais, Monseigneur Raï. Alors, vous vous en souvenez, on en parlait la semaine dernière dans cette édition, après avoir répondu favorablement à l'invitation du Vatican à se joindre au voyage du pape en Israël, le patriarche s'était attiré les foudres du Hezbollah chiite au pays du Cèdre. Et bien, dans le sillage de cette visite, le site d'information Now Lebanon, vous allez voir, a voulu enquêter sur la présence maronite en Terre Sainte. Les maronites en Terre Sainte, c'est donc le titre de ce reportage signé Now Lebanon. Les maronites qui seraient quelques 700 000 en Israël, installés principalement en Galilée, dans le nord d'Israël, comme dans le village de Djish ou encore à Haïfa, où l'on trouve la plus importante communauté maronite avec 2500 fidèles. Mais ils sont aussi à Jérusalem, les maronites, vous le voyez, ou même ici, tout près de nos studios, à Jaffa, avec une toute petite communauté, Barbara, de 60 membres à peine, et dont les ascendants se seraient installés au moment des croisades au XIe siècle, près du merveilleux port que vous avez dans le dos. Donc, c'était donc au XIe siècle. Et d'ailleurs, à Jaffa, il y a aussi une église maronite qui a été construite en 1855. C'était donc au XIXe siècle, pas très loin d'ici. Paysage multiconfessionnel à Jaffa en particulier. Et Cyril, avant de recevoir de la visite, les dirigeants israéliens sont en déplacement. Ça se passe en ce moment. Le Premier ministre Netanyahou est au Japon. Le président Peres, lui, est en Norvège. Et oui, avec cette double priorité pour Benjamin Netanyahou qui est arrivé hier à Tokyo, vous le voyez sur cette image du Israël Hayom. Primo, dynamiser les relations commerciales avec le Japon en offrant l'expertise israélienne dans les domaines des hautes technologies, de l'eau ou encore des biotechnologies. Et secondo, s'assurer du soutien nippon à Israël sur le programme nucléaire iranien. Alors vous l'avez dit, pendant ce temps, Shimon Peres, également sur cette photo du Israël Hayom, lui, il était à Oslo avant de rencontrer le roi Harald V. Le président a été accueilli par la communauté juive d'Oslo, à qui il a demandé de prier encore et toujours pour la paix. Il faut dire que la capitale norvégienne, vous le savez, lui rappelle de bons souvenirs, titre presque ironiquement le quotidien Israël Hayom. C'est ici précisément qu'il avait obtenu en 1994 le prix Nobel avec le feu Premier ministre Yitzhak Rabin et Yasser Arafat. Voilà pour Shimon Peres en Norvège. Tout à fait autre chose à présent, Cyril. C'est un journal israélien qui révèle ce matin que de plus en plus d'enfants israéliens sont diagnostiqués autistes. Oui, avec ce chiffre, tenez-vous bien, en moins de 20 ans, le nombre d'enfants israéliens diagnostiqués autistes a été multiplié par 10. C'est ce que révèle une étude israélienne dont se fait l'écho ce matin le quotidien grand tirage Yediot Ahronot. Tenez-vous bien, en 1992, un enfant sur 2000 était reconnu comme autiste, soit quasiment 10 fois moins qu'en 2009, où un enfant sur 203 seulement a été diagnostiqué. Alors le trouble du développement touche principalement les juifs non orthodoxes en Israël et les garçons plutôt que les filles, 5 fois plus quasiment selon l'étude. Des chiffres qui, selon le journal, reflètent une tendance mondiale dont les causes sont encore inconnues mais qui pourraient être liées au changement de mode de vie ou encore à une plus grande conscience des familles qui poussent à un dépistage ça veut pas précoce. dire forcément qu'il y en a plus, mais ça veut dire que le diagnostic Exactement. est mieux fait. Et surtout qu'il est précoce et les familles sont de plus en plus conscientes de ça. Allez, pour finir, Cyril, 2 images, c'est votre choix sur l'actualité syrienne.
Oui, la première image, elle est publiée ce matin dans les pages du journal Pan-Arabe, Al-Quds Al-Arabi. On y découvre la vieille ville de Homs, dévastée par 2 ans de combat, et toute la désolation de ses habitants qu'on voit sur cette image, qui viennent inspecter leur maison, ou plutôt ce qu'il en reste. Homs, c'était donc l'ex-bastion rebelle qui vient d'être reprise par l'armée syrienne. Alors, de quoi inspirer le caricaturiste du quotidien palestinien, Félestine, avec ce jeu de mots pour le moins douteux entre la sonorité du mot Homs et celle du mot Hummus, la célèbre purée de pois chiches. Le vieux Homs donc réduit pour le dessinateur en purée par le pilon broyeur de Bachar el-Assad. Merci beaucoup Cyril, on se retrouve tout à l'heure, on parlera de cette bataille politique autour de la fonction présidentielle en Israël. À tout à l'heure. Et c'est le grand titre de cette matinée. 7 millions d'Ukrainiens étaient appelés aux urnes hier pour un référendum séparatiste dans l'est du pays. Et c'est un oui massif qui se dessine à près de 90%. On trouve à Moscou notre correspondante Elena Volochin. Bonjour, merci d'être avec nous. Est-ce qu'on peut parler de résultats définitifs ce matin ? Non, alors ils ne sont pas définitifs, ces résultats. Le président de la commission électorale de la République populaire autoproclamée de Donetsk a dit que les résultats définitifs seront connus dans la journée. Cependant, on peut supposer qu'il y aura peu de changements par rapport à l'annonce des résultats préliminaires que vous avez cités. En revanche, se pose la question de la légitimité de ces résultats, car il faut rappeler que les organisateurs sont juges et partis à la fois. Il ne s'agit pas d'une commission électorale indépendante. Et donc se pose la question de l'honnêteté du dépouillement et des résultats du scrutin, d'autant plus que les conditions du vote étaient assez douteuses. Différents témoignages font état d'urnes scellées avec du scotch, de bulletins pré-remplis, d'électeurs ayant voté plusieurs fois, d'absence de liste électorale ou de liste électorale qui datait de l'élection présidentielle de 2004. Et dans la plupart des bureaux, d'ailleurs, on pouvait voter sur simple présentation de son passeport. Le ministère des Affaires étrangères ukrainien a estimé que ce scrutin est, je cite, illégal et illégitime. Et il cite un sondage du Pew Research Center en date du mois dernier, lequel sondage dit que, à l'inverse, 70% des habitants de l'Est de l'Ukraine seraient en faveur de l'intégrité territoriale, contre seulement 18% qui soutiendraient la sécession de la région. Alors Elena, vous vous trouvez à Moscou, dans les journaux ce matin, dans la rue depuis 24 heures. Quel est le ton par rapport à ce référendum séparatiste ? Alors à Moscou, d'ailleurs comme ailleurs en Russie, une écrasante majorité de la population soutient la ligne du Kremlin selon laquelle les populations de l'Est et du Sud de l'Ukraine résistent à un gouvernement criminel et fasciste qui veut écraser les droits des russophones et qui a entamé une guerre punitive contre sa population. Alors c'est dû, on le dit beaucoup, à la propagande télévisée qui jour après jour a formaté l'opinion publique de telle sorte qu'aujourd'hui les Russes pensent presque tous comme un seul homme. En Russie, on est horrifié par la renaissance du fascisme en Ukraine et donc ce référendum véritablement est vu par les Russes comme une voie de secours pour les populations à l'Est et au Sud. Elena Volochin en direct depuis Moscou, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Et on continue de parler de cette situation en Ukraine avec vous, Emmanuel Navon. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes professeur de relations internationales à l'université de Tel Aviv. Alors l'indépendance a donc été approuvée par la population de l'Est de l'Ukraine. Et maintenant, il se passe quoi ? Ces résultats sont bien entendu contestés. D'abord, la légalité du vote lui-même est contestée, les conditions dans lesquelles ce vote a été organisé. C'est clair aujourd'hui que Poutine fait tout pour de facto séparer les régions Est et Sud de l'Ukraine du reste du pays. Poutine va annexer ces territoires inévitablement ? Je pense qu'il est d'abord en train de tester la réaction de l'Occident et qu'il est prêt à se satisfaire d'une annexation qui ne sera pas militaire comme dans le cas de la Crimée, mais d'un rattachement de facto avec une fédéralisation de l'Ukraine. C'est le scénario que vous prévoyez, une fédéralisation ? Je pense que c'est ce qui se passera au bout du compte avec une partie Est et Sud de l'Ukraine dans un système fédéral qui sera de facto sous l'influence directe de Moscou, sans besoin d'une intervention ou d'une présence militaire qui est coûteuse. Une occupation militaire est coûteuse et je pense que Poutine lui-même veut empêcher un tel scénario. Alors pourquoi ces habitants de l'Est de l'Ukraine veulent être détachés de l'Ukraine ? Il faut comprendre que l'Ukraine en elle-même est un pays artificiel, non seulement artificiel, mais aujourd'hui ce qu'on appelle même en anglais un failed state, un État raté.
Il y a aussi une forte propagande russe aujourd'hui qui promet beaucoup. On se rappelle comment cette crise a commencé. Financièrement, Moscou apporte beaucoup plus à l'Ukraine que l'Union européenne. Lorsque l'Union européenne avait proposé 600 millions de dollars, Poutine avait réenchéri avec 15 milliards de dollars. Donc Poutine réenchérit avec ses rentrées de pétrole de gaz naturel et de pétrole. Et puis il y a cette propagande, bien entendu, extrêmement agressive de Moscou. Alors vous parlez du gaz dans cette affaire, c'est quand même un élément important qu'on souligne peut-être pas assez. L'Ukraine détient d'énormes réserves gazières qui sont situées pour la plupart dans l'est du pays. C'est ça que Poutine a en tête, le gaz avant tout et la politique après ? Pas seulement, c'est des intérêts économiques, c'est sûr, mais pas seulement. Poutine n'a pas besoin de l'Ukraine pour les réserves naturelles de la Russie. La Russie est en elle-même très riche en ressources naturelles. Chez Poutine, c'est avant tout un calcul idéologique de prestige, de restituer l'empire russe. Il a toujours considéré l'effondrement de l'Empire soviétique comme la pire catastrophe du XXe siècle, comme il a dit lui-même. Il s'agit véritablement d'une stratégie de rétablir la Russie face à l'Occident. Il a d'autres visées expansionnistes alors ? Je pense que dans sa vision du monde, il continue de voir la Russie comme la protectrice des valeurs chrétiennes orthodoxes face à un Occident qu'il considère comme décadent et comme menaçant également. À la fois, il a cette approche typiquement russe vis-à-vis de l'Occident, à la fois de haine et d'admiration. Un Occident qui est à la fois décadent mais qui menace également. Il va s'arrêter où ? Est-ce qu'on peut se diriger maintenant vers un conflit armé ouvert en Ukraine ? En Ukraine elle-même, il y aura certainement une dégradation militaire, mais il n'y aura pas de conflit armé entre la Russie et l'OTAN. Et une guerre civile ? Une guerre civile, elle existe déjà. La guerre civile, elle existe déjà, elle se dégradera sans doute. Beaucoup dépendra des calculs militaires de Poutine, mais il n'y aura pas de conflit armé avec l'OTAN. En revanche, il y aura sans doute une dégradation des relations économiques. Là, l'Occident a effectivement un pouvoir de faire très mal à la Russie en termes de sanctions économiques et il est possible que l'Occident poursuive ces sanctions. D'ailleurs, Poutine lui-même, le 7 mai dernier, avait modéré son discours et je pense justement à la lumière des sanctions économiques. Est-ce qu'elles ont les faits, ces sanctions économiques ? Elles paraissent plutôt timides pour le moment, que ce soit de Bruxelles ou de Washington ? Elles sont, disons qu'aujourd'hui, beaucoup dépend, je dirais, de l'Allemagne. L'Allemagne a un rôle pivot à jouer face à la Russie. Et c'est là que l'Allemagne a une politique assez ambiguë qui résulte, entre autres, du fait qu'il y a un gouvernement de coalition en Allemagne et que Angela Merkel elle-même a des tendances plus pro-occidentales et a une politique plus ferme vis-à-vis de Poutine. Mais son ministre, c'est un gouvernement de coalition, son ministre des Affaires étrangères, Frank-Walter Steinmeier, est un social-démocrate avec cette lignée pro-russe qui était celle également de son ancien boss, Gerhard Schröder, qui récemment a fait des déclarations très controversées, presque en accusant l'Occident de cette crise. Ils ont quand même une responsabilité dans cette crise. Vous parliez de l'OTAN, elle n'a pas une responsabilité dans sa politique de défense européenne qui a peut-être alarmé Moscou face à l'Ukraine. Est-ce que Bruxelles n'a pas eu un ton trop paternaliste ? Non, je pense qu'il y a eu peut-être l'erreur qu'il y a peut-être eu, et Schröder en a parlé, c'est le fait de vouloir de ne pas prendre en compte que l'Ukraine est un pays divisé, avec une division de facto entre l'Est et l'Ouest. Mais je crois que c'est allé trop loin en accusant toujours l'Occident de la politique expansionniste de la Russie. Il ne faut pas non plus exagérer avec cela. Je pense que Schröder a exagéré. Schröder, il faut bien ne pas l'oublier, est également sur le bord de la société qui dirige le pipeline entre la Russie et l'Allemagne. Il a cette politique pro-russe, mais je crois qu'accuser aujourd'hui l'Occident de l'expansionnisme russe, c'est aller un peu loin. Il y a quand même aussi cette dépendance gazière, on en parlait, de l'Europe à la Russie. Tout le monde se tient plutôt calme face à Poutine parce que l'Europe, c'est 25% du gaz russe. Oui, mais l'Europe a une politique aujourd'hui de réduction de sa dépendance gazifère vis-à-vis de la Russie. Et de la même manière que l'Europe dépend de la Russie dépend également de l'Europe pour ses revenus. Alors c'est vrai que la Russie a d'autres clients potentiels comme la Chine, mais c'est une dépendance qui est mutuelle. Et une Europe qui développe ses relations gazifères avec d'autres régions du monde, c'est une Europe qui porte également atteinte aux intérêts économiques de la Russie. Donc cette dépendance est mutuelle, mais aujourd'hui de plus en plus l'Europe, et en particulier l'Allemagne, avec sa nouvelle politique énergétique
énergétique, réduit sa dépendance gazifère vis-à-vis de la Russie. Je voudrais qu'on revienne un instant sur la personnalité Poutine. Vous parliez de son idéologie. Ça fait pas mal d'années que le monde côtoie cet animal politique. Hillary Clinton l'a comparé à Hitler. Angela Merkel a expliqué qu'il vient d'un autre monde. Pour vous, qui est-il ? C'est d'abord un ancien membre du KGB. C'est un ancien membre du KGB. C'est aussi un dirigeant russe qui est très imprégné de cette idéologie chrétienne, orthodoxe russe. Et il suffit de voir la façon dont les médias russes, qui sont sous le contrôle de Poutine, décrivent le gouvernement de Kiev dans des termes qui rappellent la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire les décrire comme presque des nazis qui viennent attaquer la Russie, cette référence à la Grande Guerre patriotique, n'est-ce pas ? C'est vraiment la rhétorique de la Seconde Guerre mondiale, de la Russie slave et orthodoxe qui se défend vis-à-vis des fascistes qui viennent de l'Ouest. Merci beaucoup, Emmanuel Lave, d'avoir été avec nous ce matin. À suivre, on parle d'un salon d'armement. Ça s'est passé à Amman la semaine dernière. Israël y est interdit. Vous saurez pourquoi après un nouveau journal. Et on est de retour sur le plateau du Morning. On vous propose à présent une immersion rare au cœur de la marine israélienne. Pour la première fois, une équipe de télévision a été autorisée à passer plusieurs jours à bord d'un navire de guerre. Il est considéré comme l'un des plus avancés au monde. Maxime Pérez, vous êtes avec nous aujourd'hui sur le plateau. C'est vous qui signez ce reportage. Tzahal à bord d'un navire furtif. On regarde. L'INS Eilat compte 20 ans de service dans la marine israélienne. Avec ses 85 mètres de long et une armature de 1200 tonnes, il appartient à la catégorie des corvettes dédiées aux missions défensives. Mais Tzahal en a fait une redoutable forteresse, prête à n'importe quel type de combat naval, une forteresse furtive, indétectable au radar. Nous vous embarquons à bord de l'INS Eilat depuis le port de Haïfa, l'un des centres névralgiques de la marine de Tzahal. Les images que vous allez voir sont exclusives. Nous vous proposons une immersion au cœur de l'une des armes les plus secrètes d'Israël, direction la Méditerranée, une zone désormais stratégique. Le maître à bord, c'est lui, le lieutenant-colonel Ziv, un baroudeur. Il compte à son actif des dizaines d'opérations. La mer va dans notre sens, elle est calme pour le moment. Mais soyez vigilants car ça peut évoluer. Notre présence en mer s'est accrue, avec davantage de moyens et à une distance plus éloignée de notre base. La défense ne s'exerce plus seulement sur nos côtes, mais autour de ces plateformes. Car le nouvel enjeu sécuritaire pour Israël, ce sont ces gisements de gaz en Méditerranée. Un immense trésor sous-marin dont il faut assurer la défense, à une centaine de kilomètres du littoral et qui s'étend jusqu'à Chypre. La zone fait 44 000 km², soit 2 fois la superficie de l'État hébreu. À l'arrière du navire, un hélicoptère Panther de fabrication française. Pendant la traversée, il multiplie les missions de renseignement pour informer l'équipage de l'état de la mer ou d'éventuelles menaces. Un travail de reconnaissance essentiel. PC, avez-vous des données? Notre position est 3-2-0. Notre vitesse, 17 nœuds. Affirmatif. Voici Or, 22 ans. Sa combinaison orange le distingue des autres soldats. Il est membre de l'armée de l'air. Son rôle sur le bateau, c'est de gérer la liaison avec l'hélicoptère. Une tâche délicate, parfois rendue périlleuse par les vagues ou les vents violents. Dès que le Panther est en approche ou quitte la plateforme, Or donne le rythme. À son signal, son équipe se tient prête à bondir vers l'hélicoptère pour l'attacher ou le détacher. Maxime, c'est vous qui signez donc ce reportage sensationnel et pour tous les intéressés, on souligne que vous pouvez retrouver donc ce reportage ce soir dans l'émission reportage présenté par Stéphane Calvo. Le reportage dans son intégralité, toute l'histoire vous sera racontée donc ce soir et vous pouvez le retrouver également dès demain sur notre site internet. Mais Maxime, si vous êtes avec nous aujourd'hui, c'est pour nous parler d'un salon d'armement. Il a eu lieu à Amman, en Jordanie. Vous vous y êtes rendu. Particularité à souligner, Israël y est interdit. Oui, alors officiellement, les Jordaniens, les autorités locales vous disent qu'elles n'ont reçu aucune commande de l'industrie militaire israélienne, aucune société
d'armement ne s'est proposé pour participer à ce salon, mais en réalité, les Israéliens sont tout simplement persona non grata sur place, parce que d'abord, pour la Jordanie, c'est embarrassant d'assumer ce traité de paix avec Israël, cette normalisation, et puis parce que dans ce salon, vous avez toutes sortes de pays arabes, comme le Liban, l'Arabie Saoudite, le Soudan, qui sont assez, disons-le, franchement hostiles à Israël. Des pays ennemis à Israël, on regarde à quoi ça ressemble et on en parle juste après. Bienvenue à Sofex, le salon du Bourget jordanien. Une véritable vitrine pour le royaume hachémite. La 10e édition de ce grand marché d'armement vient de s'achever à Amman, au cœur même de l'aéroport militaire du roi Abdallah II. Cet événement sponsorisé par la monarchie se veut d'abord un tremplin pour la coopération régionale. Pour cet événement annuel, il y a plus de 600 délégués qui viennent de 59 pays. Ils sont ici pour échanger sur de nombreux sujets et aussi pour partager des nouvelles technologies. Inutile de chercher des représentants israéliens dans ce salon. Ils sont évidemment persona non grata. Il faut dire que parmi les participants à Sofex se trouvent de nombreux pays hostiles à Israël. Ceux du Golfe par exemple, et d'autres comme le Soudan, l'Arabie Saoudite ou encore le Liban. Même les Palestiniens ont dépêché sur place une délégation. Côté jordanien, le discours officiel se veut pourtant feutré. On estime que cette grande foire d'armement sert des intérêts communs. Sofex est organisé pour créer des ponts entre les pays. Notre principale préoccupation, c'est d'unir nos capacités pour lutter contre le fondamentalisme et le terrorisme. La Jordanie n'a pas lésiné sur les moyens pour impressionner son public. 2 modèles de son tout nouvel avion ravitailleur AC-235, fabriqué conjointement avec les États-Unis, ont été exposés sur le tarmac. 3 jours de salon qui ont souvent tourné à la démonstration de force. Sous les yeux de son Excellence Abdallah II et de ses invités de marque, l'armée jordanienne a fait étalage de ses capacités en matière de contre-terrorisme. Commando au sol, appui aérien avec ses hélicoptères Gazelle, la réalisation est parfaite. Et pour conclure le show, cette parade aérienne menée par les appareils Falcon de Sa Majesté Abdallah II. Sofex, ou l'art de réconcilier le Moyen-Orient par la beauté des armes. Une réelle politique plutôt hors norme dans une région, loin d'être pacifiée. Alors Maxime, dans ce salon, vous n'avez jamais souligné le fait que vous viviez en Israël, vous n'y êtes pas entré avec un passeport israélien. Non, on y rentre avec un passeport européen ou américain. En l'occurrence, pour moi, c'était un passeport français. Et évidemment, auquel cas, je n'aurais pas été admis à l'intérieur de ce salon pour toutes les raisons que je vous ai expliquées précédemment. Est-ce qu'on sait tout de même si Israël vend ou achète des armes en secret à des pays arabes ? Il y a une coopération sécuritaire très discrète. Ce qui est amusant, c'est que la plupart des pays, à l'exception bien sûr peut-être du Liban et du Soudan qui étaient représentés à Sofex, la plupart des pays du Moyen-Orient entretiennent des relations discrètes avec Israël, des relations au niveau stratégique en termes de renseignements, d'échange de renseignements, en termes de lutte antiterroriste, parce qu'Israël a évidemment une expertise et qu'il y a des alliances objectives qui se sont dressées depuis que le Moyen-Orient est devenu un îlot de non-prospérité. Ça existe, on n'en parle pas trop. Alors, on le voit dans le reportage, au-delà du salon, de cette démonstration de force jordanienne, le business de la guerre, ça marche, on signe des contrats, ce genre de salon ? Absolument, et on fait surtout ça d'ailleurs. Il faut savoir d'abord que la situation au Moyen-Orient sert ce genre de salon, et d'autant plus que la Jordanie est devenue, avec le printemps arabe, un royaume où tout simplement qui est resté tout simplement stable, à l'image contrairement à ses voisins comme l'Irak, la Syrie, l'Arabie Saoudite, et évidemment le royaume hachémite en profite d'abord pour offrir une formidable vitrine de ce qui est devenu son industrie militaire depuis une dizaine d'années. Les Jordaniens ont voulu sortir de leur dépendance à l'égard des États-Unis, et finalement les armes qu'ils produisent et qui ont été exposées en nombre dans ce salon arrivent à se vendre. Des chars ont été vendus au Liban, des canons de mortier à l'Arabie Saoudite, et voilà, cette expertise attire du monde, et évidemment elle attire parce que le Moyen-Orient est agité, que tous les pays voisins de la Jordanie ont des situations délicates à gérer à leurs frontières. Alors, vous l'avez dit, on l'a vu, beaucoup de pays arabes représentés dans ce salon. Les Occidentaux étaient présents ou pas du tout ?
Il y avait des stands occidentaux. D'abord, il y avait une forte présence des États-Unis, mais les États-Unis, on le sait, sont présents militairement aux États-Unis. Ce sont les principaux fournisseurs de l'armée jordanienne. Ils sont évidemment aussi les principaux fournisseurs d'armes de l'Irak. Ils sont présents, il y a l'Arabie Saoudite, mais mis à part les États-Unis, une présence très discrète des pays européens. On a vu un peu la France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne. Évidemment, on ne veut pas trop s'afficher avec certains pays qui étaient représentés sur place. Encore une fois, on assume difficilement côté jordanien tout lien diplomatique ou autre avec Israël, mais en revanche, on assume totalement le fait que des pays comme le Soudan, comme l'Arabie Saoudite, des dictatures en quelque sorte, puissent mener des affaires avec le royaume. Voilà pour le business de la guerre en Jordanie. Merci beaucoup, Maxime Pérez. Retour en Israël avec cette bataille politique au cœur du débat, la fonction présidentielle dans le pays. Benyamin Netanyahou souhaite tout simplement l'annuler, mais pour ses détracteurs, le Premier ministre va trop loin avec une réforme qu'il essaye de se coudre sur mesure, selon eux. Le rappel des faits en images, on en parle juste après. Malgré les efforts menés par le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou, l'élection présidentielle devrait se tenir comme prévu. Netanyahou avait récemment tenté de rallier les partis de sa coalition autour d'un projet de loi visant à repousser de 6 mois l'élection pour la succession de Shimon Peres. En parallèle, Netanyahou œuvre pour la formation d'un comité afin d'examiner l'éventualité d'abolir la présidence en Israël. Des sources proches du Premier ministre le qualifient d'obsessif dans sa quête pour le report de l'élection présidentielle. Une obsession qui aurait pour origine l'insatisfaction de Netanyahou face à la liste de candidats au poste de président, ainsi que son opposition à l'élection de Ruvi Rivlin, membre du Likoud. Mais l'échec probable de Netanyahou pourrait s'avérer encore plus retentissant. Son initiative n'a pas été contestée uniquement au sein de sa coalition, mais également au sein de son propre parti. Je m'opposerai à toute tentative éventuelle de reporter l'élection présidentielle ou d'abolir la présidence à la veille du scrutin, écrit le ministre de l'Intérieur Gideon Sa'ar sur son compte Facebook. On ne change pas les règles du jeu en plein milieu de la partie. Chaim Katz, autre député du Likoud, a également exprimé sa ferme opposition au report du vote. Mes collègues du Likoud et moi-même ne saurons prendre part à l'amendement d'une loi fondamentale pour des motifs personnels. Ruvi Rivlin est le meilleur candidat pour le Likoud et nous le soutiendrons pour la présidence. Il appelle en outre Netanyahou à apporter son soutien à Rivlin. À l'heure qu'il est, on peut être presque certain que le projet de loi de Netanyahou sera rejeté, mais il devra décider rapidement quel candidat il soutient et faire face aux conséquences politiques de cette manœuvre si elle s'avère infructueuse. Alors Cyril Lemar, pourquoi est-ce que Bibi a peu de chance de réussir à faire passer ce projet de loi ? Bien, le premier écueil est tout d'abord juridique. Benyamin Netanyahou s'y prend tard. On est à peine un peu plus d'un mois de l'échéance du scrutin présidentiel. Et pour reporter l'élection ou bien pour abolir l'institution présidentielle, il faudra à Benyamin Netanyahou la majorité au sein de son gouvernement. Car pour amender une loi fondamentale, la loi fondamentale sur l'élection présidentielle, il faut une loi gouvernementale. Et Netanyahou est loin d'avoir la majorité au sein de son cabinet. À ce jour, Bapara, aucun des ministres n'a publiquement affirmé son soutien ou donné son soutien à Benyamin Netanyahou sur ce projet de loi. Mais au sein du Likoud aussi, on l'a bien vu dans le reportage, les ministres du Likoud, les caciques du Likoud se sont opposés au projet de loi de Benyamin Netanyahou. Et même le président de la Knesset, Yuli Edelstein, qui soit dit en passant, avait été préféré au candidat Reuven Rivlin. Même lui a dit qu'il était trop tard pour pouvoir reporter ou bien annuler l'institution présidentielle israélienne. Donc Netanyahou, il est tout simplement seul. Il s'acharne. Pourquoi il s'est réveillé si tard, Benyamin Netanyahou ? Et on se le demande. Mais ce que disaient les journaux ce matin, c'est que même au Japon, il télécommande encore son cabinet. Il est en visite officielle au Japon. Pour tenter à tout prix de saper les chances de Reuven Rivlin, donc d'être élu à la présidence. Est-ce qu'on sait pourquoi Netanyahou s'acharne comme ça sur cette fonction présidentielle ?
pourquoi ça lui tient tellement à cœur cette élection? Eh bien parce qu'aucun des candidats, tout simplement, ne lui plaît. C'est presque un délit de faciès, Ouais. dira-t-on. Aucun des candidats ne lui est favorable politiquement. Et Reuven Rivlin, qui selon toute vraisemblance devrait être le successeur de Shimon Peres, il y a tout simplement une haine incommensurable entre les deux hommes qui par le passé étaient des alliés politiques et qui tout simplement ont rompu, notamment lors de la dernière présidence de la Knesset de Reuven Rivlin. Reuven Rivlin était donc président de la Knesset avant Yuli Edelstein, et Benjamin Netanyahou lui reproche d'avoir été un petit peu trop scrupuleux sur le fonctionnement du Parlement. Il lui reproche notamment d'avoir été un petit peu trop conciliant avec celle qui était alors chef de l'opposition, Tzipi Livni du parti Kadima, et Barbara, il se murmure dans la presse mais également dans les couloirs du pouvoir que Sarah Netanyahou, l'épouse du pouvoir du Premier ministre, n'a pas vraiment Reuven Rivlin en odeur de sainteté. On se rappelle cette sortie malheureuse de Reuven Rivlin, c'était lors d'une séance d'une commission parlementaire à la Knesset. Chez moi avait lancé Reuven Rivlin, c'est pas la femme qui décide. Et donc c'était un pic cinglant lancé en direction très influente, on le sait, sur son mari. De Sarah Netanyahou. Bon, alors c'est une réforme qui paraît presque, que Benjamin Netanyahou souhaite, qui paraît presque cousue sur mesure, presque berlusconienne, j'ai envie de dire. En Israël, ça passera pas. Ça passera pas, comme il y on a l'a des dit. garde-fous démocratiques. Tout à fait, tout d'abord parce que le gouvernement, on l'a vu, il n'y a pas de majorité au gouvernement pour faire passer cette loi, parce qu'il y a une levée de bouclier, je dirais médiatique, mais également politique contre cette loi. Il revient au Parlement de voter, d'élire le président, et non pas à un seul homme, non pas à Benjamin Netanyahou. Alors peut-être un petit mot sur Reuven Rivlin et sur la fonction présidentielle. Ce matin, un éditorialiste du quotidien de gauche, Haaretz, Yossi Werther, laissait entendre que Benjamin Netanyahou avait des visées sur son prochain mandat de Premier ministre, le 3e mandat de Benjamin Netanyahou. Et vous savez qu'en Israël, c'est le président de l'État à qui l'on remet la formation, à qui l'on soumet la formation du gouvernement. Et si à cette fonction, il n'y avait pas Benjamin Netanyahou, ne pouvait pas compter sur un allié politique, eh bien ce serait problématique pour le Premier ministre qui ne pourrait pas former son prochain gouvernement et donc ne pas être élu Premier ministre. Tout ça sont des calculs politiques à venir. Il faut peut-être souligner aussi, pour finir en 10 secondes, que Shimon Peres signe un très beau mandat, qu'il a été très populaire, et que personne n'a envie d'abolir cette fonction finalement, grâce à Peres aussi. Exactement. Il a redoré le blason. Qui a redoré l'image d'Israël, effectivement, et qui a dit lui aussi qu'il ne resterait pas un jour de plus dans sa résidence présidentielle à Jérusalem. Merci beaucoup Cyril, merci beaucoup Maxime. À suivre dans le Morning cette semaine, Dominique Strauss-Kahn signe son grand retour, une intervention en direct à la télé, mais également la sortie du film sur l'affaire DSK. On y revient après un nouveau journal. Retour sur le plateau du Morning, merci d'être avec nous ce matin. On part direction la Syrie où la campagne présidentielle a officiellement démarré hier. L'opposition dénonce, vous le savez, une farce électorale. Effectivement, sur 24 candidats, seuls 2 ont été autorisés à se présenter contre Bachar al-Assad. Bachar, candidat à sa propre succession, est quasi assuré d'une victoire, a dévoilé hier son slogan de campagne. Un seul mot, ensemble. Le rappel des faits en images. Ces habitants de Homs foulent le sol de leur ville pour la première fois depuis 2 ans. Les négociations entre les rebelles et le régime de Bachar al-Assad ont abouti mercredi au départ des insurgés. Après 2 ans de siège et de bombardements, l'ancien bastion des anti-Assad ressemble à un immense tas de ruines. Ces négociations sont perçues comme une victoire de Bachar al-Assad. Le président accumule les succès sur le terrain. Il est le grand favori de la présidentielle dont la campagne a été lancée officiellement aujourd'hui. La Cour suprême constitutionnelle annonce la liste définitive des candidats au poste de président de la République. En accord avec leur demande, numéro 1, Maher Abdul Hafiz Adjar. Numéro 2, Hassan Abdallah Al-Nouri. Et numéro 3, Bachar Hafez al-Assad. Cette annonce est une notification aux candidats pour commencer leur campagne électorale à partir de dimanche 11 mai 2014. La première élection présidentielle depuis 50 ans en Syrie devrait sans surprise reconduire Bachar al-Assad au pouvoir. Pour s'assurer de sa réélection, le gouvernement syrien a restreint au maximum les critères pour être candidat. Et l'élection, prévue le 3 juin, se déroulera principalement dans les territoires contrôlés par le régime. Aucune chance qu'un autre candidat ne se démarque dans ces conditions.
Dénoncée comme un simulacre de démocratie par les opposants syriens et les Occidentaux, l'élection aura lieu alors que 2 600 000 Syriens sont réfugiés dans les pays voisins. Jacques Naria, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes consultant A24 News, ancien officier des renseignements israéliens. Est-ce qu'on peut s'attendre à une surprise électorale en Syrie? Est-ce que Bachar pourrait ne pas l'emporter? La surprise serait si c'est du 99,99% ou un peu plus que ça. Donc il est assuré de sa victoire? Oui, tout à fait. Je ne pense pas qu'il y ait une possibilité autre que d'être élu président pour les 7 ans à venir. Alors, on le sait, il s'agit théoriquement de la première élection présidentielle en Syrie en un demi-siècle. Qu'est-ce qui a poussé Assad finalement à s'y plonger dans cette élection ? Tout d'abord, le mandat constitutionnel devait se terminer en 2014, donc il est, je dirais, dans les limites de la Constitution. Donc il était donc obligé de mener cette campagne-là et d'arriver à ces élections. De plus, face aux Américains, il pourra toujours dire et préconiser que ces élections ont été des élections démocratiques, puisque élues par la majorité de la population syrienne, excepté naturellement les régions détenues par les rebelles qui sont hors la loi. Donc de ce point de vue-là, comment renverser un régime démocratique élu démocratiquement, ce n'est pas exactement, je dirais, la tasse de thé que les Américains aimeraient. Alors, on l'a dit, son slogan de campagne a été dévoilé hier, un seul mot, ensemble. Est-ce qu'on peut s'attendre à une ouverture politique, ensemble, justement, après cette élection, une main tendue vers l'opposition ? Écoutez, 3 ans après, il semble que finalement le vent soit en poupe, que Assad ait le vent dans la poupe de ses voiles lui-même. Donc je ne pense pas qu'il y ait une tentation de sa part de s'allier avec l'opposition ou de négocier avec l'opposition. Si négociation va avoir, ce sera naturellement d'un pied beaucoup plus solide, beaucoup plus décisif de la part du régime et non pas être prêt à des compromis. Loin de là. Alors, vous ne pensez pas, Jacques, que concrètement cette élection va changer quelque chose au bain de sang dans le pays ? Non, rien ne va changer malheureusement. Et puis de toute façon, les choses sont en train, pour l'instant, de virer au profit du régime. Vous voyez ce qui s'est passé à Homs, les rebelles qui s'étaient embarricadés dans la ville ont quitté la ville, 1200 rebelles pareils. La région frontalière avec le Liban a été sécurisée. La région frontalière au nord du côté de Al-Qousser et de nouveau a été aussi sécurisée, ce qui fait que les rebelles sont en train d'agir dans des régions marginales qui n'ont aucune implication et influence sur le régime lui-même. Voilà, l'élection donc aura lieu le 3 juin en Syrie. Merci beaucoup Jacques Naria d'avoir été avec nous ce matin. Lundi 12 mai, vous êtes sur A24 News. Voici les grands titres à la une de l'actualité. C'est un oui massif qui l'emporte dans l'est de l'Ukraine. Près de 90% de la population a donc dit oui à l'indépendance des régions de l'Est pour le chef de la commission électorale mise en place par les rebelles. Il s'agit des résultats définitifs. Israël envoie une équipe d'experts au Nigeria pour tenter de retrouver les 200 lycéennes enlevées par le groupe islamiste Boko Haram. Le président nigérien Goodluck Jonathan a accepté l'offre de Benyamin Netanyahou, la venue donc de spécialistes antiterroristes israéliens dans le pays. Malgré les négociations entre l'Iran et les 6 grandes puissances, le régime des Mollahs continue de s'armer au nez et à la barbe de tous. Téhéran a dévoilé hier l'acquisition de missiles sol-sol et a affirmé avoir réussi à copier un modèle de drone américain qu'il avait capturé en décembre 2011. Enfin, on vient de l'évoquer, la campagne présidentielle a officiellement démarré hier en Syrie. L'opposition dénonce une farce électorale puisque 24 candidats, sur 24 candidats, seuls 2 ont été autorisés à affronter Bachar al-Assad. Assad qui a dévoilé hier son slogan de campagne, un seul mot, ensemble. L'élection, la première en un demi-siècle, aura lieu le 3 juin. Voilà,
et cette semaine sera peut-être celle de Dominique Strauss-Kahn. Il signe son grand retour avec une intervention à la télévision, mais également la sortie du film sur l'affaire DSK, et ce, 3 ans, quasi jour pour jour après l'affaire Sofitel. On en parle avec vous, Michel Taubman, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes rédacteur en chef d'i24 News, mais également biographe de DSK. Le titre de votre livre, Le roman vrai de DSK, voilà, il est sorti en poche, et il faut souligner que dans ce livre, Dominique Strauss-Kahn vous livre, vous êtes le seul, sa version du Sofitel, de l'affaire Sofitel. Alors, Michel, d'abord un mot sur ce retour médiatique. DSK va apparaître où, quand, pourquoi à la télé? Alors, il y a un télescopage assez étrange, je ne sais pas d'ailleurs s'il lui est favorable, entre deux événements de nature tout à fait différente. D'une part, il revient par la grande porte, je dirais, dans une émission de France 2, le 15 au soir, jeudi soir, sur l'euro. C'est un film qui est un film qui a été préparé de longue date sur l'histoire de l'euro. Dans ce film sont interviewés tous ceux qui ont formé l'euro, Jacques Delors, Rocard, voilà, etc. Et puis DSK, lui, est interviewé après l'émission, et il va parler de l'euro. Il va dire un certain nombre de choses, puisqu'il a été un des négociateurs en tant que ministre français des Finances de Lionel Jospin entre 97 et 99. Donc DSK revient pour la première fois depuis 3 ans. Il va parler à la télé, et puis il ne va pas parler de l'affaire de Sofitel. Il ne va pas parler de sa vie privée. Il ne parlera, je crois, plus jamais de sa vie privée. Peut-être. On en est sûr. C'est une interview qui était enregistrée. Ça, c'est certain. Non, ça, c'est moi, ayant été son biographe et ayant des relations avec lui, j'ai été contacté par de nombreux journalistes ces dernières années, moins maintenant, mais dans les années 2011-2012, et du monde entier, qui voulait absolument qu'il raconte ce qui s'était passé, et ça, il n'a jamais voulu le faire. Et je pense que finalement, sur le plan de la com, il s'est pas mal débrouillé, parce qu'il s'est tu pendant 1 an et demi. Il s'est refait une santé sur le plan personnel. Il a réussi dans un autre domaine que la politique, dans les affaires. Il a monté une entreprise, une banque qui s'appelle LSK, Lane Strauss-Kahn, avec un homme d'affaires franco-israélien, d'ailleurs, qui habite à Tel Aviv, Thierry Lane. Et puis là, DSK revient pour parler de l'euro, et on ne parlera pas dans cette émission de ses affaires privées. Il revient pour préparer son retour en politique? Ça, il faut lui poser la question à lui. Qu'est-ce que vous pensez? Écoutez, a priori, lui dit que la politique ne l'intéresse plus. Il dit qu'il a tourné la page. Je pense qu'il est beaucoup plus heureux maintenant. Il gagne beaucoup d'argent. Il est libre. Là où il va, il est respecté et apprécié. C'est pas en France. Il est sollicité par au moins une dizaine de gouvernements étrangers en Asie, en Afrique du Nord, etc. En Chine, par des entreprises, etc. Donc il fait ce qui l'intéresse, c'est-à-dire de l'expertise économique. Il n'a pas la contrainte, la pression de la politique, donc il a l'air très heureux comme ça. Après, c'est vrai qu'il est devenu une sorte de mythe. D'ailleurs, on voit tout ce qui se passe autour de cette intervention, dont on attend peut-être trop, parce que DSK n'est pas un magicien de l'économie, même si c'est un homme assez compétent. Il y a une espèce de mythe. Il y avait eu ce sondage il y a quelques semaines, une majorité des Français disant que DSK aurait fait mieux que tout le monde, pas seulement que Hollande s'il avait été président. Voilà, donc il y a une espèce de mythe. Il y a une réalité, c'est que DSK est compétent, que DSK pourrait toujours servir, pourrait être utile. Après, est-ce qu'il veut revenir en politique? Ça dépend de lui, de sa volonté. Pour l'instant, il ne l'affiche pas, mais d'ailleurs, ce ne serait pas à droit de l'afficher, et ensuite, personne ne l'appelle. Les socialistes ne veulent plus de lui, et pour réussir en politique, il faut avoir un parti derrière soi, il faut avoir des partisans, et ce n'est pas le cas pour l'instant. Alors, il va parler de l'euro, de la construction de l'euro, vous l'avez dit, sur sa vision économique. Vous connaissez bien Dominique Strauss-Kahn. Est-ce qu'il est l'ultralibéral qu'on dit? Oui, justement, c'est intéressant que vous posiez cette question, Barbara, et je vous remercie de me l'avoir posée, parce qu'effectivement, depuis 3 ans, les affaires privées de DSK, sa vie sexuelle, l'affaire qui n'est pas une affaire privée, qui est l'affaire policière, judiciaire du Sofitel, ont occulté tout ce qu'il avait fait avant, et DSK, c'est avant tout le ministre des Finances, un des meilleurs ministres des Finances que la France ait connu, en l'occurrence entre 97 et 99, même s'il a été servi à l'époque par une situation économique qui était favorable, mais on avait en France une croissance de 4%, donc un bon ministre des Finances, et un homme qui, de la vie générale, à la tête du FMI, a plutôt réussi et a été une des personnalités, avec peut-être d'ailleurs Nicolas Sarkozy, qui ont aidé à affronter cette crise économique mondiale de 2008. Mais ce qu'on oublie, alors on dit souvent DSK, surtout à gauche, c'est un ultralibéral, etc. DSK, moi je l'ai souvent dit, dans sa vie privée, il est borderline. Ouais. C'est un transgresseur avec
Les affaires qu'on connaît. Avec tout ce qu'on connaît. Ouais. Hein. Mais ça peut être intéressant sur le plan intellectuel, et notamment sur le plan de l'économie. C'est un homme qui refuse les tabous, les dogmes, les idéologies. Et par exemple, lorsqu'il était ministre des Finances de Lionel Jospin, en 1997, par exemple, on ne le sait pas, mais DSK était opposé à la loi sur les 35 heures. Alors partout on dit, c'est DSK qui a écrit sur un coin de table la loi sur les 35 heures. Faux. C'est DSK qui a écrit sur un coin de table les emplois jeunes. On peut être pour ou contre les emplois jeunes, mais en tout cas, sur les 35 heures, c'est Martine Aubry qui avait décidé de faire une loi. Et DSK s'était exprimé publiquement, notamment dans Libération. Il s'était fait taper sur les doigts par le Premier ministre Lionel Jospin, parce qu'à l'époque, DSK était contre une loi sur les 35 heures. Il était pour une négociation branche par branche, entreprise par entreprise, pour une réduction du temps de travail accompagnée parfois de baisse de salaire, etc. Alors que les socialistes, avec Jospin et Aubry, ont imposé une loi sur les 35 heures qui s'imposait à tout le monde sans diminution de salaire. Donc ça, c'est une chose qu'on ne sait pas. Jospin, quand il devient ministre des Finances, il va faire un numéro de charme au patron. Il va tout de suite voir les patrons. Il leur a plu, il a plu au patron. Et c'est vrai que quand on est socialiste, il vaut mieux plaire au patron, surtout si on veut mener une politique de gauche. Et c'est vrai qu'il y a une différence importante entre Hollande et Strauss-Kahn, c'est que Strauss-Kahn n'aurait jamais fait ce que François Hollande avait promis, c'est-à-dire la taxation à 75%, les déclarations du genre « je n'aime pas les riches », j'avais dit François Hollande, ou « mon ennemi c'est la finance ». C'est-à-dire que Dominique Strauss-Kahn est un homme de gauche, il est un homme de gauche, c'est un keynésien, il n'est pas un ultralibéral, mais il est pour l'économie de marché, et surtout il connaît le monde, l'économie mondiale, il connaît l'économie mondialisée. Et donc on aurait une politique peut-être beaucoup plus pragmatique, empruntant à la gauche et à la droite. Voilà, Dominique Strauss-Kahn, en tout cas, s'exprimera pour la première fois jeudi soir sur France 2. Et puis cette semaine, le film sur l'affaire Sofitel sort également. Ça sort mercredi. Ça s'appelle Welcome to New York d'Abel Ferrara avec Gérard Depardieu. Michel, je vous propose de regarder la bande-annonce. Mais regardons. Pouvez-vous me dire quels sont vos problèmes? Vous lisez pas les journaux? Vous n'avez pas la télé? Donc, bonsoir. Vous ne voulez pas me dire quels sont vos problèmes? J'essaye de te comprendre. Finalement, vous diriez que ça valait la peine? Oui, ça valait quand même la peine. C'est un désastre. C'est pas fait. Tu dois me croire. Y a quelqu'un? C'est pour le ménage. Alors Michel, la version qu'on va voir dans le film n'est pas la version de DSK, celle qu'il vous a livrée. Alors attendez, il y a deux choses. Il y a un film que je n'ai pas vu, que personne n'a vu. Il sera sur Internet dans la nuit du 16 au 17, donc de jeudi à vendredi, ou de vendredi à samedi. Oui. Bon. Donc moi, je ne porte pas de jugement sur un film que je n'ai pas vu. Bon, contrairement à beaucoup de gens, je ne porte pas de jugement sur les livres que je n'ai pas lus, sur les films que je n'ai pas vus. Voilà. C'est une bonne chose. Donc c'est une bonne chose. Bon, donc c'est peut-être un bon film. Ouais. Le problème est de savoir si ce film... c'est la vie de DSK. Et c'est là l'ambiguïté. Le héros du film ne porte pas le nom de DSK, heureusement, puisque pour des raisons juridiques, le film aurait été interdit. Mais apparemment, le succès annoncé du film est dû au fait que la plupart des gens croient que c'est la vie de DSK. Alors qu'est-ce qu'on voit dans la bande-annonce? Qu'est-ce qu'on en sait? C'est que c'est un film sur un homme qui fait de la politique, qui a une femme riche, donc ça point commun avec DSK, qui a une vie sexuelle un peu débridée, etc. Bon, c'est moins qu'on puisse dire. Mais est-ce que c'est réellement la vie de DSK? Alors, il y a des emprunts. Par contre, il y a un point. Et ça, je ne sais pas comment le film va traiter l'affaire du Sofitel, mais si le film laisse entendre que Dominique Strauss-Kahn a violé Nafissatou Diallo, d'abord c'est contraire à la justice, puisque la justice a innocenté Dominique Strauss-Kahn. Et ce n'est pas vrai. Merci beaucoup Michel Thomas, on doit s'arrêter là. On se retrouve après un nouveau journal. Que se passe-t-il ce matin sur Internet? C'est la question qu'on se pose à présent. Le buzz, l'image, le tweet qu'il ne faut pas rater, c'est tout de suite. Et c'est dans la revue du web.
Saada, on commence évidemment par ce référendum séparatiste dans l'est de l'Ukraine qui s'est joué aussi sur Internet. Oui, avec des images qui nous parvenaient du net toute la journée, des réseaux sociaux, à commencer par la foule pour illustrer le taux de participation important lors de ce référendum. On parle d'un taux de participation de 74% et un oui à 89%, des chiffres qui sont évidemment à prendre avec prudence. En tout cas, les agents électoraux qui organisaient ce référendum étaient déjà aux couleurs de la République populaire de Donetsk, comme en témoigne cette carte de membre du bureau de vote de Mariupol. Alors, sur Internet, on a dénoncé aussi ce référendum. Oui, alors en majorité, on fustige ce référendum organisé dans une atmosphère tout sauf sereine. Pour le tweetos Quentin, il s'agit d'un référendum 100% illégal qui vient affaiblir un peu plus le pays. Mais à contrario, quelque part sur le net, on trouve des tweetos qui défendent le droit des peuples à l'autodétermination. Patrick Kadima salue ceux qui, dans l'histoire de l'humanité, se sont battus pour leur indépendance. Quoi qu'il en soit, le grand gagnant pour l'instant de ce référendum, c'est bien Vladimir Poutine. On le voit ici en empereur, ça valait bien un petit selfie. C'est pas mal. Allez, de l'Ukraine, on part direction l'Iran, où une campagne remporte un succès plutôt inattendu. Ce sont des femmes iraniennes qui retirent leur foulard. Oui, alors depuis 1979 et la révolution iranienne, le port du hijab est obligatoire en Iran et selon la loi, ne pas le porter pourrait coûter aux femmes iraniennes plusieurs coups de fouet ou de l'emprisonnement. Mais alors depuis une semaine, une page Facebook que l'on voit conteste cette obligation à travers une campagne Stately Freedom, c'est-à-dire liberté furtive pour les femmes iraniennes. Voilà, cela fait l'événement sur Internet. Le concept est très simple, de poster une photo de soi sans le hijab pour défier le pouvoir en place et contester cette obligation. Cette page a déjà réuni plus de 117 000 likes en une semaine et on trouve des dizaines de photos que vous voyez, des photos de femmes bravant la loi, généralement dans des endroits peu fréquentés. Ce mouvement a été lancé par une journaliste, elle s'appelle Masish Ainejad, c'est une journaliste iranienne qui est réfugiée en Grande-Bretagne et là-bas elle anime une émission de télé qui est diffusée en Iran et très regardée de manière pirate, il faut le dire. Elle se dit très très surprise par l'ampleur de cette mobilisation, une mobilisation qui se dit apolitique mais qui peut sonner comme une défiance au régime. Je vous ai sélectionné deux photos plus provocantes encore. Celle-ci où cette femme sans hijab pose devant une statue de cire qui semble être celle de l'ayatollah Khomeini, c'est à Shiraz. Et puis celle dont parle le site de Figaro, elle a été prise dans un club de sport de Téhéran où cette jeune femme se prend en photo à côté d'une affiche qui explique l'utilité du voile dans les lieux publics comme un moyen de protéger les femmes et leurs valeurs. Et elle pose sans le voile, évidemment, à côté de cette affiche. Est-ce que les conservateurs dans le pays ont réagi ? Alors, ce qu'il faut dire, c'est que Rouhani, depuis son élection, a demandé à la police d'être plus indulgent avec les femmes qui prenaient des libertés avec le port du hijab. Cela dit, seulement 4 jours après le lancement de la page et donc de ce mouvement, une manifestation a déjà eu lieu au cœur de Téhéran. Il y avait 4000 personnes pour préserver la chasteté publique, je cite, et donc ne pas plier face aux revendications de ces femmes et donc de contester cette prise de risque. Justement, elles risquent quoi ces femmes si on les retrouve ? Alors finalement, dans les faits, pas grand-chose, puisqu'il y a un certain laisser-faire que Rouhani a demandé aux policiers, c'est ce que je disais. Voilà. Après, à mon avis, elles ne seront pas poursuivies, mais elles ont quand même bravé la loi officiellement. Vent de liberté qui souffle sur l'Iran. Direction à présent la Tunisie. Pour finir, ça se passe au Parlement tunisien. Il est question d'Israël et le débat est plutôt agité. Oui, alors en Tunisie actuellement, la polémique fait rage autour de ce qu'on appelle la normalisation avec Israël. Rappelons que la question est taboue dans de nombreux pays arabes au nom de la solidarité avec la cause palestinienne. Alors depuis quelques jours, le débat fait rage entre deux ministres qui sont sur la sellette, accusés de vouloir, au nom de l'intérêt touristique et donc économique du pays, normaliser les relations avec Israël. Ces ministres, ce sont Armel Karboul, la très connectée ministre du Tourisme, et le ministre délégué à la Sécurité auprès du ministre de l'Intérieur, Rida Sfar. La vidéo YouTube que je vais vous montrer date de vendredi dernier. C'était lors de la séance consacrée justement à cette question de la normalisation et au sort des deux ministres. Le député Karim Bouedelbili lance une phrase totalement inattendue qui va provoquer des rires mais aussi de la gêne, un peu d'indignation. Un ange passe, comme on dit, à rappeler que Viber, c'est l'application pour se téléphoner gratuitement inventée par des Israéliens. On regarde.
تستعمل فايبر اللي انا شركه اسرائيليه والمقر نتاعها في تل ابيب وانت تمول في اسرائيل وجينا لنا احنا تجي تقول لي لا وما عادش اعطونا نوقفوا الاقتصاد نتاعنا اعطونا نوقفوا الاقتصاد السيد البشير النفسي. يا سيد الرئيس Voilà, on voit l'embarras et les rires qui se mélangent. En fait, il appelle au boycott d'Israël et des applications israéliennes, boycotter Viber. Absolument, voilà. Alors pour lui, il dit voilà, si tu veux vraiment être anti-israélien, le nombre d'applications ou de choses sur Internet ou de choses techniques qui sont israéliennes est énorme. Et en parlant de Viber, il prend le bon exemple et on voit les rires francs et les rires gênés et ceux qui veulent arrêter la séance et ceux qui partent. C'était une phrase. Voilà, il a cassé un tabou en plein Parlement tunisien. Alors le dénouement, en fait, il est question d'accorder au nom des visas des touristes israéliens qui veulent se rendre en Tunisie. C'est toujours en cours puisque dans quelques jours, un pèlerinage juif à la synagogue de Djerba va avoir lieu et les touristes israéliens, il y en a une centaine, attendent toujours leur visa. Donc cette question va être traitée. Voilà, leur permis d'entrer dans le pays et cette affaire fait suite à l'affaire du paquebot où les Israéliens n'ont pas pu accoster et qui avait coûté cher à la Tunisie puisque bon nombre de compagnies ne veulent plus s'arrêter en Tunisie pour cause de discrimination. Donc ça, c'est une affaire à suivre dans les prochains jours et c'est un dossier brûlant. Et la ministre du Tourisme qui dit finalement, pensons à l'économie, au tourisme tunisien et laissons entrer les Israéliens comme les autres. Absolument. Son argument, c'est de parler d'économie et du bien du pays en disant que la Tunisie n'a pas besoin de ce genre de polémique et voilà, doit se concentrer sur son redressement économique. Rudy, est-ce que vous avez entendu parler de la fiancée de George Clooney ? Oui, bien sûr, la Libanaise, on ne parle que d'elle. Virginie, vous la connaissez ? Oui, je la connais très bien. Je l'ai eu au téléphone juste avant de venir en plateau. Elle va bien, je passe. Alors, vous l'avez dit. Manger un houmous avec elle. Elle est libanaise et à Beyrouth, l'annonce du mariage a créé un véritable émoi. Betsabé Salem. Baaklin, village libanais situé dans les montagnes. C'est de là que vient la famille d'Amal. Ici, la nouvelle des fiançailles fait des étincelles. En ce qui concerne ses fiançailles avec George Clooney, l'acteur international, ça confirme que les femmes libanaises ne sont pas que dans les esprits des gens, mais aussi dans leur cœur, dans le cœur des célébrités. Elle est célèbre et maintenant fiancée à un homme célèbre aussi. C'est donc un honneur pour le Liban et le village de Baaklin, parce que c'est d'ici qu'elle vient. Amal est née à Beyrouth avant de partir pour la Grande-Bretagne à l'âge de 3 ans. Âgée de 36 ans, diplômée d'Oxford, elle représente l'archétype des générations libanaises qui ont dû fuir la guerre et ont brillamment réussi leurs études à l'étranger. Et elle fascine d'autant plus qu'elle a réussi à charmer George Clooney, connu pour son sex-appeal et son succès auprès de ses fans. Les Libanais vont même placer dans cette union des espoirs qui semblent dépasser de loin l'histoire d'amour entre un homme et une femme. Ces fiançailles apportent beaucoup au Liban. Ça peut faire cesser le sectarisme au Liban et apporter de l'amour entre les gens. On pourra commencer à s'aimer entre nous. Pour certains, l'acteur américain âgé de 52 ans est lui aussi devenu libanais. Certains l'appellent même le cousin George, un prénom très courant chez les chrétiens libanais. Néanmoins, il n'est pas druze comme elle et la nouvelle ne ravit pas tout le monde. Franchement, j'ai été très surpris par cette histoire. Je ne pensais pas que ça allait se passer ainsi. Ça ne pose pas de problème, mais c'est difficile à accepter qu'elle épouse un étranger et quelqu'un qui n'est pas de sa religion. Mais l'amour est plus fort que tout et selon leurs proches, Amal et George seraient follement amoureux. La famille d'Amal aurait rencontré l'acteur américain aux États-Unis et l'aurait même beaucoup apprécié. Elle est magnifique en tout cas. Elle est très très belle. Elle est très belle. Allez Virginie, on parle télé ce matin avec vous avec un nouveau format. Il a été inventé par les Israéliens et vient d'être acheté en France. Encore un nouveau format inventé par les Israéliens. On a eu Rising Stars racheté par M6, Boom racheté par TF1. Je vous ai souvent parlé de ces nouveaux télécrochets interactifs créés par Israël. Eh bien, les boîtes de production du monde entier ainsi que les chaînes de télévision sont de plus en plus nombreuses à s'offrir un petit séjour dans le pays pour dénicher les petites perles locales. Je vous parle bien évidemment des concepts télé de demain, des concepts où les formats développés impliquent toujours les téléspectateurs. Et dans la même lancée, Israël a créé Who's Asking. Alors vous le voyez sur ces images, un genre de quiz show comme on les aime. Barbara,
C'est la nouveauté. Alors, qu'est-ce qu'il y aura de nouveau justement dans ce quiz télé comme on les connaît? Alors, dans ce quiz télé, eh bien, c'est le public qui posera maintenant les questions aux candidats. Alors, n'importe qui pourra poser sa question via une vidéo enregistrée depuis son téléphone ou son ordinateur. Et ce qui est assez drôle, eh bien, c'est que pour une fois, les candidats ne doivent pas choisir un type de question. On leur propose des visages affichés sur un écran circulaire. Attention aux apparences, puisque ceux qui paraissent les plus sympas, eh bien, ne posent pas toujours les questions les plus simples. Pendant la deuxième étape, le candidat choisit à la place de son adversaire, et pour les 2 dernières étapes, eh bien, les questions sont posées par des célébrités. Donc tout se passe à la tête du client, quoi. À la tête du client, c'est ça. Tout se passe au hasard. Qui peut s'avérer trompeur. À mon avis, ça va être souvent très trompeur. Ça va être le cas. Ouais. Et alors, on pourra la voir quand en France, cette émission? Alors, il va falloir attendre encore un peu de temps, dans quelques mois a priori, puisque le jeu télévisé vient d'être racheté par le groupe A'. Il sera aussi adapté en Turquie, en Chine, au Brésil et aux Pays-Bas. Voilà pour ce format israélien. On poursuit avec l'Eurovision. Évidemment, on en a beaucoup parlé. Une diva travestie à barbe. C'est ça. Grande gagnante. C'est ça. Son nom, vous l'avez déjà certainement entendu sur les réseaux sociaux et dans les médias. Eh bien, on n'arrête pas d'en parler. Il s'agit de Conchita Wurst, de son vrai nom Tom Nerviers, qui a 25 ans. Il a conquis 37 pays, et ce, non seulement par son apparence extravagante, mais aussi par son talent. Regardez. No, that isn't me. A stranger getting nearer. Who can this person be? You wouldn't know me at all today. From the fading light I fly, rise like a phoenix out of the ashes, seeking rather than vengeance. Retribution, you were one. Once I'm transformed, once I'm reborn. You know I will rise like a phoenix, but you're my flame. Voilà, Conchita, nouvelle icône. Alors, elle est rentrée à Vienne. Comment elle a été accueillie? Eh bien, accueillie comme il se doit, comme une vraie star à l'aéroport. Sa victoire a été saluée par toute la classe politique autrichienne. Il faut savoir que c'est quand même une grande star dans le pays. Et même le parti d'extrême droite, qui l'avait pourtant jugé de ridicule avant sa participation, eh bien, s'est excusé et l'a félicité. La Russie, qui avait fortement critiqué Conchita, qu'elle considère comme une honte, ne s'est pas prononcée. Et en ce qui concerne eh bien, le président autrichien, lui, eh bien, il a salué une victoire pour la diversité et la tolérance en Europe, comme si l'Eurovision, finalement, aujourd'hui, ne révélait plus seulement une voix, mais un symbole, un vrai symbole qui permettait de changer les mentalités. Et d'ailleurs, sur Internet, on en parle beaucoup, Rudy. Oui, sur Internet, c'est devenu vraiment une Conchita mania. Beaucoup de gens se postent avec cette fameuse barbe. D'ailleurs, j'attendais que Barbara arbore la barbe. Barbara aussi, hésité. et Virginie aussi. Franchement, j'ai hésité, j'ai eu beaucoup de mal à la trouver, mais la prochaine fois... Voilà, mais en tout cas, sur Internet, c'est un vrai phénomène. 5 millions de tweets. 5 millions de tweets ont été envoyés le soir de l'Eurovision, dont énormément de 5 tweets. millions de tweets. C'est ce qu'on appelle un tweet storm, c'est un record absolu lors de cette soirée de l'Eurovision. Voilà, donc c'était... Donc le buzz a fonctionné. La prochaine fois, je viendrai avec la barbe en plateau, peut-être que ça nous aidera. Et le web a vraiment soutenu et salué la victoire de Conchita Wurst comme toute l'Autriche. Voilà, tout le monde était positif sur sa victoire, pas de polémique. Non, pas de polémique, justement, c'était assez unanime sur Internet. Et puis il faut dire qu'elle est vachement connue déjà en Autriche. Elle est très connue, elle a remporté plusieurs télécrochets, c'est bien Presque ça. remporté, oui. Presque en finale de plusieurs télécrochets. Elle a participé à beaucoup d'émissions de télé-réalité déjà. Ouais, donc c'est dans son pays, c'est une vraie star. Par contre, la France, l'Eurovision, c'est la France, la honte. Elle a un peu la honte, beaucoup la honte. Elle a terminé dernière sur 26 pays, c'est quand même incroyable, avec une chanson qui s'appelait Moustache. Alors peut-être que finalement, on aurait dû mettre la barbe. Peut-être. Et juste on se dit qu'Israël n'a même pas été qualifié pour la finale. Il s'est arrêté en demi-finale. Bon, voilà, pour la France et Israël, c'est moins glorieux. En tout cas, bravo à Conchita. Virginie, on termine en musique. En musique, on va encore parler de Conchita face à toutes ces critiques. Eh bien, l'ORF, la chaîne autrichienne, a soutenu son choix de Conchita. La chaîne a même lancé une campagne pour la tolérance et a réalisé sa propre reprise de Happy. Barbara, encore une fois, c'est le clip que je vous ai sélectionné aujourd'hui. Il s'agit du tube planétaire de Pharrell Williams, on le présente plus, avec des Autrichiens qui portent de fausses barbes en soutien. On va regarder ça tout de suite. Merci beaucoup, Rudy. Merci à Virginie. Merci à vous d'avoir été avec nous ce matin. Je vous souhaite une très belle journée. Portez-vous bien et n'oubliez pas, soyez happy.